Donc bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire sur les services espaces verts face à la crise sanitaire. Ce webinaire est co-organisé avec Plantécité et il a pour objectif de mettre en partage les résultats de l'enquête flash de Plantécité sur Covid-19 et espaces verts et d'anticiper la reprise de l'activité dans les services espaces verts. Donc pour ce webinaire vont intervenir Caroline Gutteben, directrice de Plantécité, Marc Houdon, chef de service gestion du patrimoine à la direction Parcs et Jardins de la ville d'Angers et Angers-Loire Métropole, Bertrand Martin, responsable du service exploitation à la direction des jardins et de la biodiversité à la ville de Rennes, et Frédéric Ségur, responsable ingénierie et prospective à la métropole de Lyon et animateur de la communauté nature et environnement du CNFPT. Donc moi-même, je suis Elisabeth Offray, responsable du pôle de compétences, paysage et biodiversité au CNFPT. Donc un petit mot sur le déroulement du webinaire. Le webinaire donc va durer 1 heure, dont 45 minutes à peu près de présentation, et on réservera un quart d'heure environ pour répondre à vos questions. Donc vous pouvez poser vos questions dans le petit module conversation en bas à droite de votre écran, et on répondra à la fin des présentations à l'ensemble de vos questions. Juste pour information, en fait, comme on passe par un système de partage d'écran avec Caroline pour cette présentation, n'hésitez pas à mettre votre écran en plein écran. Vous avez la possibilité, il y a un petit module de votre écran qui vous permet d'afficher en plein écran pour mieux voir certains éléments si avec le format actuel, cela n'est pas assez visible. Voilà, écoutez, je laisse la parole à Frédéric Ségur. Oui, bonjour à tous. Le 9 avril dernier, on avait organisé avec CNFPT un premier webinaire sur l'organisation des services espaces verts face à la crise sanitaire, avec notamment le témoignage de la métropole de Tours et de la ville de Montpellier. On s'est aperçu qu'il y avait eu une grande diversité de prise en compte de la pandémie dans l'organisation des services, dans la continuation d'activités, et donc ça avait donné peut-être l'idée de faire une grande enquête au niveau national pour mieux connaître effectivement la prise en compte, les organisations qui étaient mises en place, les adaptations qui avaient été proposées par les collectivités. Et donc c'est cette enquête qu'a réalisée Plantécité qui va nous être restituée aujourd'hui. Et un petit peu en miroir de cette enquête, on aura 2 témoignages. Le témoignage de Bertrand Martin de la ville de Rennes et le témoignage de Marc Houdon de la ville d'Angers, qui nous permettront effectivement d'aller un petit peu plus loin dans l'interprétation des résultats. Mais pour commencer, je vais passer tout de suite la parole à Caroline Gutteben pour qu'elle puisse nous présenter le contenu effectivement de cette enquête et les principaux résultats à retenir. Oui, très bien, merci et bonjour à tous. Alors, je voulais tout d'abord commencer par remercier les participants à l'enquête nationale et puis à toutes les structures qui ont participé à relayer cette enquête sur tout le territoire, qui s'affiche ici avec ces nombreux logos. Une enquête très courte qui a duré 1 semaine, du 14 au 21 avril, qui n'a pas permis à toutes les collectivités intéressées de répondre. Il y a eu aussi des périodes de vacances, donc on s'en excuse. L'idée, c'était de pouvoir faire une restitution avant le déconfinement pour accompagner la préparation de la reprise des activités pour les collectivités et pour les entreprises concernées par les espaces verts et la nature en ville. Alors, cette enquête, elle a fait l'objet il y a eu 3 parties et qui vont guider un petit peu la présentation. Une enquête d'abord sur la situation au cours du confinement. C'est une photographie de la situation qui tient pas forcément compte d'ailleurs des évolutions qui ont pu être mis en œuvre au sein des collectivités au cours de ces 8 dernières semaines. Ensuite, la situation prévue à la sortie du confinement sont les projections avec le contexte d'information qu'on avait mi-avril, et puis les perspectives à moyen et long terme qui touchent 2 autres sujets. Donc, ce qui va vous être présenté aujourd'hui, c'est une sélection seulement des résultats de ce travail qui a été donc réalisé avec l'appui d'équipes de Plantécité et en particulier de Robin Dagua, mon collègue. On a bien sûr mis en ligne ce rapport d'une 20aine de pages qu'on a essayé d'organiser de façon la plus simple et pédagogique possible. Donc on vous invite à aller la télécharger sur le site de Plantécité. J'avais indiqué au début sur cette première page le lien de téléchargement que nous pourrons rappeler.
Alors, quelques éléments maintenant, tout d'abord sur le panel. Donc, sur cette cartographie, vous pouvez voir, donc il y a 829 structures qui ont répondu à l'enquête. Alors, la distribution des répondants, c'est aussi le reflet du réseau de Plantécité et des relais, des nombreux relais sur qui on a pu s'appuyer. Néanmoins, on voit qu'il y a des groupes, des régions qui sont plus représentées que d'autres. Il y a la région Grand Est qui est la première région où il y a eu le plus de réponses. Et là, effectivement, on voit le poids de la pression sanitaire, on va dire, qui a pu jouer un rôle dans la mobilisation pour répondre à l'enquête. Ensuite, c'est la région Bretagne. Ensuite, les Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et l'Île-de-France. Néanmoins, toutes les régions sont représentées, les régions métropolitaines hors Corse, quelques outre-mer aussi, avec donc des retours d'expérience à la Réunion, en Martinique et en Polynésie française. Ensuite, ce sont principalement des collectivités, ce sont principalement des communes. On le voit ici, entre les communes et communes nouvelles, elles totalisent 94% du panel. Alors ça représente 2% des communes au niveau national, mais ça reste quand même il y a aussi une certaine diversité. Il y a des EPCI, des communautés de communes jusqu'aux métropoles, dans des proportions variables par rapport aux effectifs nationaux. Quelques départements aussi, 7 départements, et puis d'autres gestionnaires qui sont effectivement en plus petit nombre. On n'avait pas interdit qu'ils puissent répondre au questionnaire, donc certains se sont mobilisés. Néanmoins, dans la suite de la présentation des résultats, leurs réponses ont été assimilées à celles des collectivités territoriales. Donc, pour ceux qui seraient présents, veuillez nous en excuser, mais c'était un témoignage intéressant. Pour les communes du panel, les 780 communes et communes nouvelles du panel, 41% d'entre elles sont inférieures à moins à 2000 habitants. Ensuite, il y en a 33% de 2000 à 10 000. Et puis après, au-delà de 10 000 et 50 000 et 200 000 habitants dans des proportions plus restreintes, mais néanmoins avec des effectifs significatifs. Ce qu'on veut dire en fait à travers cette brève présentation du panel, c'est qu'il y a une diversité, ce panel il donne accès à une diversité de contextes sur le plan territorial, géographique et démographique, et à une diversité de stratégies qu'on verra par la suite. Alors ensuite, sur les activités d'entretien et de travaux maintenus au cours du confinement. Alors ce que je voulais d'abord dire, le premier point, c'est que 90% des collectivités répondantes estiment que ces activités subissent une inflexion, qu'elles soient menées en régie ou par des entreprises prestataires. Là, je voudrais qu'on s'attarde sur ce graphique qui présente à gauche un ensemble de travaux, d'activités d'entretien et de travaux, du ramassage des déchets jusqu'aux travaux arboricoles en bas, là. Et puis donc comment on peut le lire? Alors pour chacune de ces activités, il y a 2 barres. C'est les activités maintenues en régie, en foncé, ou en prestation, en plus clair. Ce que ce graphique nous dit, c'est que les 3 premières activités maintenues, même de manière minimale, c'est-à-dire avec des objectifs et des exigences plus réduites, eh bien les 3 premières sont le ramassage des déchets, l'arrosage et les achats et marchés. Alors maintenues par nécessité, on peut se dire ça pour la question des déchets par exemple, mais aussi par possibilité. Il y a des situations qui se prêtaient peut-être plus au maintien de ces activités, comme les achats et marchés, peut-être avec plus de possibilités en télétravail. Les activités qui paraissent mises de côté sont la taille, le paillage et les travaux arboricoles. Et les catégories autres qui est plutôt bien renseignée, qu'on voit ici, qui concernent par exemple la sécurisation, la surveillance de l'espace public, des travaux sur les terrains de sport, les soins et nourrissage des animaux, les activités essentielles dans les cimetières notamment. Voilà, donc beaucoup de propositions. Ce que ce graphique en fait nous indique également, c'est que ces activités minimales ont plus souvent été maintenues en régie qu'en prestation. On voit en fait les barres qui sont pleines, plus colorées, sont souvent plus longues que les barres plus claires qui indiquent plutôt les niveaux d'activité maintenus en régie. Alors après on a voulu faire un focus sur 6 activités d'entretien sur le terrain, le désherbage, la gestion des strates herbacées, la taille, le paillage, les travaux arboricoles et l'arrosage. Ce qu'on voit, c'est que pour les communes qui ont pu maintenir une activité en régie, bien, elles sont les plus nombreuses, voilà, sans avoir recours à des prestataires. Et une fois qu'on a dit ça, on a essayé de voir quelles étaient les activités qui avaient été privilégiées
selon que la collectivité soit parvenue à maintenir une ou plusieurs activités simultanément. Donc, pour les communes qui ont maintenu une seule activité, eh bien, elles ont privilégié l'arrosage. Pour celles qui ont maintenu deux activités, elles ont privilégié principalement l'arrosage et la gestion des couverts enherbés. Et pour celles qui ont maintenu trois activités, eh bien, elles ont maintenu à ce moment-là l'arrosage toujours, la gestion des couverts enherbés et ensuite l'arrosage. Donc, on voit effectivement le poids de ces activités et de ce qui constituera aussi les priorités à la sortie du confinement. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, où ces activités ont été maintenues, c'était une question qu'on pouvait se poser. Eh bien, on voit sur les trois premiers espaces où ces activités ont été maintenues, ce sont d'abord les cimetières, les voiries et les abords de voiries et ronds-points, et puis les terrains de sport. Alors, on peut supposer qu'il y a différentes raisons derrière ces priorités. Alors, les parcs et squares ne sont pas très loin non plus, hein, mais il peut y avoir des raisons de sécurité. On le voit bien peut-être pour les abords de voiries et ronds-points. L'idée aussi de maîtriser une situation qu'on risquerait de voir évoluer de manière complexe si on ne faisait rien, ou de maintenir l'intégrité d'un équipement, comme ça a souvent été évoqué pour les terrains de sport. À noter aussi dans le diagramme qu'il y a en bas à droite, le maintien global des activités des centres de production horticole, avec 63% des collectivités concernées qui répondent l'avoir maintenu. 31% d'entre elles l'ont maintenu même partiellement, c'est-à-dire avec une limitation des volumes produits ou une restriction des gammes. Tout ça nous permet de faire l'hypothèse effectivement de l'importance pour ces collectivités de la perspective du fleurissement estival. Ensuite, sur une autre analyse, lors du précédent webinaire, il y avait dans le chat beaucoup été question des proportions, des effectifs d'agents maintenus sur le terrain au cours du confinement. Donc, on va s'attarder sur ce diagramme-là avec les barres en vert. Donc, on avait questionné au cours de l'enquête, on vous a questionné sur de choisir en fait la classe d'agents présents sur le terrain de 10 en 10, alors moins de 10% d'agents présents sur le terrain, et puis après de 10 en 10 jusqu'à 100%. Ce qu'on voit déjà, c'est que la situation est très hétérogène. Il y a des réponses et des effectifs, du coup, dans toutes les classes. C'est-à-dire, il n'y a pas des classes où il y a effectivement aucun répondant qui n'aurait répondu. Ce qu'on voit aussi, c'est que près du quart, donc là 22% des collectivités qui ont répondu, ont maintenu moins de 10% de leurs effectifs sur le terrain. C'est le premier élément. Ensuite, si on fait la somme des 5 dernières barres, au-delà de 50%, eh bien, ce sont là aussi seulement un autre quart a maintenu 50% de leurs effectifs d'agents sur le terrain. Et puis une tendance se dessine, c'est que plus les collectivités sont petites, et plus on les retrouve dans les classes d'effectifs présents sur le terrain élevés. Et donc, en gros, si vous voulez avoir une lecture rapide du graphique, sont les tranches les plus foncées qui indiquent des collectivités avec le plus d'habitants. Eh bien, on les retrouve beaucoup moins dans les classes d'effectifs présents sur le terrain élevés. On a aussi fait une analyse au niveau régional. Je ne vais pas la commenter ici. On vous laissera la consulter et vous faire une opinion aussi au cours à la lecture du rapport. Après, s'agissant des chantiers, des activités maintenues par les prestataires des collectivités territoriales, 54% d'entre elles déclarent qu'une minorité de leurs prestataires ont maintenu leurs activités et un tiers, si on fait la somme du vert clair et du vert foncé, ont eu une majorité ou la totalité de leurs entreprises qui ont poursuivi leurs activités. Sur les modalités de supervision des chantiers et de l'application des mesures sanitaires, là c'était une question libre, donc on a fait une analyse qualitative des réponses. Donc ce sont des nuages de mots organisés autour de 6 sujets qui définissent un peu les stratégies et les doctrines, on va dire, des collectivités sur le suivi des prestations, le suivi des mesures sanitaires des entreprises, sur les mesures barrières et la communication, sur le choix de mettre en place des moyens exceptionnels ou alors de faire comme d'habitude. Là aussi, on vous laissera consulter ce nuage de mots dans le rapport avec des dispositions qui peuvent être source d'inspiration ou d'étonnement selon ce que vous avez vous-même aussi pu mettre en œuvre. Autre sujet concernant les achats.
Alors, c'était un sujet sur les végétaux achetés au début du confinement, qui constituait toujours et qui constitue toujours une source d'inquiétude pour les professionnels de la filière du végétal. Ce qu'on voit ici, c'est que plus des 2/3, sont ces deux premières barres ici, des collectivités n'avaient pas concernées, donc n'avaient pas réceptionné ou partiellement leurs commandes de végétaux. Du coup, alors après on pouvait se poser la question, est-ce qu'elles avaient déjà replanifié ces livraisons? Et en fait, eh bien dans la majorité des cas, ça n'était pas encore fait, puisqu'il n'y avait que 17% des collectivités répondantes qui avaient déclaré avoir déjà replanifié. Alors on peut dire il y en avait seulement 17 à ce moment-là, puisque ça a pu aussi évoluer au cours des 2 dernières semaines. Et puis pour ces collectivités qui n'avaient pas encore réceptionné ou pas totalement réceptionné leurs commandes de végétaux, eh bien 50% d'entre elles ont décidé de reporter entièrement leur plantation. C'est ce qu'on voit ici sur cette dernière barre vert foncé de ce diagramme en bas à gauche. Et puis les 50% restants, eh bien c'est une combinaison de report et d'annulation. Là sur le dernier diagramme en bas à gauche, une information sur la projection des collectivités sur la prise en charge du surcoût de remise en culture ou de reconditionnement des végétaux qui sont donc en attente de livraison. Eh bien, ce n'est pas envisagé pour 60% d'entre elles, c'est à l'étude pour un quart d'entre elles, et puis c'est partiellement ou totalement en tout cas prévu pour 16% d'entre elles à peu près. Et certaines collectivités qui ont aussi signalé qu'elles allaient le faire elles-mêmes avec leurs propres outils de production. Et puis donc pour terminer cette première partie, on voulait aussi faire un zoom sur un résultat concernant les difficultés rencontrées dans l'application des mesures d'interdiction de l'accès aux espaces verts publics selon le type d'espace. Alors il est évident qu'on a beaucoup entendu parler de ces difficultés de surfréquentation, de parcs notamment. Là, on a un peu approfondi. On voit effectivement que les difficultés, elles sont réelles, parfois perçues de manière assez aiguë. C'est ce qu'on a pu voir à travers les réponses libres. Et puis, donc, les premiers espaces où ces difficultés ont été le plus rencontrées sont les sentiers de randonnée et voies vertes. Donc, pour à peu près 40% des répondants concernés. Rappelons-nous que le panel est aussi composé de beaucoup de petites communes et de communes rurales concernées par ces espaces. Ensuite, ce sont les parcs et squares, les aires de jeu, et puis un groupe sur les jardins familiaux et jardins partagés. Alors, on a aussi analysé le verbatim de 315 réponses libres sur ce sujet. Donc voilà le nuage de mots sur ces exemples de difficultés rencontrées qui tiennent d'une part aux usages des espaces publics qui ont perduré malgré les interdictions, mais aussi aux mésusages rencontrés donc au sein des espaces qui vont du non-respect des gestes barrières, l'intrusion, des vols, des arrachages, mais aussi des décharges sauvages par exemple. Et puis, ça tient aussi ces difficultés aux difficultés, à la complexité de mettre en œuvre des mesures de restriction d'accès partout, sur tous les sites, sur les sites ouverts, sur ceux avec plusieurs entrées et parfois avec pas insuffisamment de matériel de balisage pour pouvoir faire face. Et puis, globalement, ce qui revient souvent, qui n'est pas forcément indiqué ici, mais dans les conclusions de ce bloc-là, c'est que les difficultés ont souvent été temporaires, et puis lorsqu'elles ont perduré, eh bien, elles sont nombreuses qu'au début. Voilà pour ce que j'ai à dire sur cette première partie. Caroline, pour ces premiers éléments de restitution. Peut-être pour illustrer cela, les témoignages de Bertrand Martin de la ville de Rennes et de Marc Coudon de la ville d'Angers, en l'absence de consignes nationales sur l'organisation des services espaces verts dans les collectivités pendant le confinement, comment cette organisation a été mise en place à Rennes, peut-être pour commencer, Bertrand? Oui, donc je prends la main, Marc pourra compléter. Alors peut-être qu'en préambule, il faut rappeler que le confinement a été brutal et complet. C'est-à-dire que on a eu le discours d'Emmanuel Macron le jeudi 12 et concrètement, il a fallu attendre le dimanche pour que des cellules de crise se mettent en place et que, pour ce qui concerne Rennes, dans l'après-midi du dimanche 15 mars, on appelle l'ensemble de nos agents pour dire « vous restez chez vous ». C'est-à-dire que du même coup, ce confinement n'a pas été du tout préparé, n'est pas programmé,
Et du jour au lendemain, on a arrêté l'ensemble de nos actions. Deuxième chose que je voulais dire en préambule, c'est qu'en fonction effectivement des collectivités, les mesures n'ont pas été tout à fait les mêmes en termes d'amplitude. En ce qui nous concerne, sur Rennes, à partir du lundi 16 et jusqu'au 25 avril, donc pendant 6 semaines, il y a eu arrêt complet de l'activité, toute activité, avec la mobilisation et les consignes qui étaient données pour uniquement assurer la sécurité des Rennais, donc police municipale notamment a été mobilisée, l'hygiène et donc cellule de crise avec quelques agents à la propreté publique et quelques agents à la direction des jardins pour faire du nettoyage sur signalement et de manière très très ponctuelle, et puis le sauvegarde du patrimoine végétal ou animal. À partir de là, aucune autre action mise en place. Ça s'est traduit aussi, donc page photo suivante, Caroline. Voilà, au fur et à mesure des jours et des consignes gouvernementales, fermeture progressive d'un certain nombre de lieux pour faire face à des fréquentations fortes, puisqu'il faut rappeler que le contexte de ces fermetures est, d'une manière générale sur la France, sur un contexte presque estival pour la fin mars et début avril, et donc une volonté de se balader sur des lieux. Et donc on a eu successivement fermeture des parcs avec des clôtures, fermeture des aires de jeu, des skateparks, les terrains multisports, sur les jardins familiaux, des mesures différentes. Sur Rennes par exemple, les jardins familiaux sont restés ouverts. Il y a juste eu une affiche qui a été mise en place pour inciter les gens à ne pas venir. Mais dans la mesure où la préfecture n'interdisait pas l'accès aux jardins familiaux, la décision sur Rennes a été de dire on laisse ouvert. Par contre, les jardins partagés, lieux de rassemblement, ont été fermés un temps avant que la préfecture, soumise à une sollicitation directe de diverses associations de jardins partagés, affiche le fait qu'on pouvait laisser ouvert en respectant les règles de distanciation, les jardins partagés. Donc on a réouvert au bout de quelques jours les jardins partagés sur Rennes. Et hormis ça, donc arrêt de la tonte, arrêt des plantations, arrêt de l'arrosage, report de toutes les opérations de maîtrise de l'enherbement, notamment dans les cimetières. Voilà, donc si on revient sur la photo d'après, oui, la photo d'après, voilà. Donc là, on prend quelques photos, donc là c'est sur Rennes, de l'activité à minima. Donc vous voyez sur les déchets, le confinement était, on va dire, inégalement respecté, puisqu'on a dans certains quartiers des rassemblements qui ont été clairement continus, festifs, barbecue et ainsi de suite. En parallèle, la production a été maintenue avec un effectif à minima pour assurer le fleurissement estival. Et puis donc sauvegarde des animaux, puisqu'on a quelques fermes, notamment sur Rennes. La photo d'en bas à droite, là on est plutôt sur la reprise de la tonte, et on en parlera après, puisqu'on est aujourd'hui devant un vrai mur végétal devant nous, puisque ce qui a été assez particulier en tout cas sur l'ouest de la France, c'est qu'on est au 16 mars, on était le premier jour de très beau temps, après 6 mois de pluie discontinue, et de températures plutôt élevées pour la saison. Ce qui fait qu'on a une strate herbacée extrêmement développée au 16 mars. On arrête tout, c'est-à-dire il y a beaucoup d'endroits où on n'avait pas fait une seule tonte. On n'avait pas commencé la tonte d'ailleurs. Cette strate a été plutôt freinée par la météo sur les 6 semaines. Mais là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le mur végétal il est devant nous, avec à la fois des températures élevées et un certain nombre de pluies qui ont ravivé tout ça. Donc on en parlera sur la peut-être Marc, quelques compléments sur voilà. peut-être les différences d'organisation de ce confinement et d'activité à Angers. Alors sur Angers, on a été saisi comme tout le monde d'un seul coup. Par contre, on a repris assez rapidement. Avec un minimum d'activité bien sûr pour préserver tout ce qui était arrosage, fleurissement mobile, toute la plantation des arbres et puis les animaux. Mais la tonte a repris au bout de 3 semaines
mais il a fallu le justifier très fortement jusqu'à aller mesurer toutes les tontes avec un centimètre, présenter les photos et argumenter engin par engin pour. Nous, on était plutôt sur une optique non pas de faire des finitions et faire quelque chose de très beau, mais c'était de préserver le matériel derrière et être en capacité quand même de pouvoir ne pas se retrouver devant un mur végétal alors qu'on n'a pas le matériel. Par contre, ça Juste, nous amène à faire évoluer énormément nos matériels et les réflexions et c'est très intéressant. la Alors, photo par que vous contre, avez là, je complète. vas-y, Bertrand. Oui, juste, c'est des photos sur Rennes qui ont été prises la semaine dernière à la reprise de la tonte. Vous voyez un peu la hauteur de la pousse. Et aujourd'hui, ce qui est privilégié, c'est les bords d'allées et les abords d'habitation. Voilà. Et ce qui fait que je dirais des actions qui étaient déjà menées sur Rennes ont été amplifiées, puisque la notion de lisière était déjà développée pas mal, et donc là, elles sont plutôt amplifiées par le fait que concrètement, on a, nous, près de 600 hectares à tondre en surface cumulée, et bien entendu, on peut pas tout faire d'un coup. Peut-être la diapo suivante, Caroline. Oui. Caroline, la diapo suivante. Bon, bah après ça tombe sur Rennes. L'autre diapo, Oui, celle sur l'adaptabilité. En fait, moi, ce que je retiens de cette période-là, pour tous, que ça soit du jardinier jusqu'au directeur, c'est qu'il a fallu vraiment adapter au jour le jour toute l'activité et être en permanence, avoir une grande plasticité pour arriver à allier tout. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a une grande différence en fait entre ceux qui ont pu vraiment faire du télétravail, ceux qui étaient en présentiel, ceux qui étaient chez eux à ne pas pouvoir travailler, avec peut-être des mondes qui se sont créés et qu'il va falloir reconnecter, et beaucoup de pression finalement pour redonner des tableaux de à la DRH en termes de présentiel, de savoir qui faisait quoi, de tableaux de bord de suivi d'activité pratiquement au quotidien à la direction générale, et vraiment très détaillé, de retravailler toute notre programmation d'activité en mode dégradé. Par contre, avec un aspect intéressant, alors nous, on est sectorisé sur Angers, mais comme pas mal de grandes communes, et du coup, de ne plus du tout penser secteur, mais activité, compétences, et que des agents, on puisse leur faire, si je prends l'arrosage du fleurissement mobile, très clairement, c'était un agent, deux agents, et ils n'étaient pas sur leur secteur. Mais il a fallu aussi créer tous les outils pour leur faciliter le travail et qu'ils s'y retrouvent très rapidement. Pareil pour le contrôle des barrières, des arrêtés, etc. Un énorme travail, c'est la gestion des attestations de travail. Alors chez nous, c'était à la semaine et il n'y avait qu'une journée pour signer, donc il fallait pas se tromper. Voilà. Euh, et un apprentissage du management à la distance. Il y a un aspect managérial. Là, on voit beaucoup l'activité technique, le résultat, etc. Mais pour nous, c'est vraiment des grosses évolutions, quitte. Alors là, beaucoup ont l'habitude de faire des webinaires, etc. Mais on a beaucoup de collègues, c'est pas courant. Et c'est aussi s'adapter là-dessus. Et le gros point, continuité de suivi administratif, marché public budgétaire. Nous, on a tenu vraiment, il y a toujours une personne administrative qui est venue ici pour assurer toutes les factures, ou bien sûr en télétravail s'il y avait les outils mais pour payer les entreprises le plus rapidement possible. Et puis après, le gros point, conserver le lien avec l'ensemble des agents et aussi des entreprises au fur et à mesure pour savoir s'ils reprennent pas, dans quelles conditions, comment on fait le suivi, comment on cale les choses avec eux. Et puis le lien avec tous les agents, parce qu'on peut très vite perdre des agents Merci. dans des grosses collectivités en tout cas. Voilà, donc c'était un énorme point. La dernière, juste, là, on était dans un contexte de santé, dans un contexte un peu compliqué. Là, c'est juste anecdotique. Pour maintenir le lien aussi, nous, on a lancé un petit défi depuis 15 jours. Tous les jours, je leur envoie une plante commune, courante, qu'on trouve. En fait, moi, je suis à la direction en permanence, donc c'est juste le champ à côté. Et on leur envoie, je renvoie à l'ensemble de mon encadrement ces plantes-là, et je leur demande de les reconnaître, de façon à ce que ça soit un peu moins pesant et qu'on garde Merci Marc, nos métiers merci passion. Bertrand. Voilà. Je propose qu'on écoute Caroline pour la fin de la présentation effectivement de l'enquête, plutôt sur les perspectives avec le déconfinement et puis peut-être les premières pistes pour l'après. Je répondrai tout de suite. Il y a pas mal de témoignages et de questions qu'on essaiera de traiter à la fin avec
la fin des témoignages. Je voudrais juste rappeler que l'enquête que présente Caroline donc est librement téléchargeable sur le site de Plantécité et qu'on mettra le lien de téléchargement, y compris sur la e-communauté Nature et Environnement du CNFPT. Caroline, je te propose de reprendre pour la suite de l'enquête. Ok, donc sur la situation supposée à la sortie du confinement, on a d'abord questionné les collectivités sur les activités d'entretien et de travaux qui allaient être prioritaires à la sortie du confinement. Et on a demandé en fait aux répondants de choisir puis de classer par ordre d'importance une série d'activités qui sont indiquées donc à gauche dans la légende. Alors les plus prioritaires ont été, sans surprise, le désherbage, la gestion des strates herbacées, les plantations. L'arrosage n'est pas loin non plus. Alors bon, pour les plantations, effectivement, on peut dire que c'est assez normal puisque la fenêtre de tir est assez réduite pour les plantations qui ont été maintenues et donc tout cela incite à ce qu'elles puissent être faites le plus tôt possible à la sortie du confinement. Pour l'arrosage, on voit bien aussi que ça peut être une réponse au printemps, en tout cas au mois d'avril assez sec que nous avons eu dans certaines régions. Quelles sont où ces activités prioritaires seront prioritairement mises en œuvre dans quels espaces à la sortie du confinement. Donc en priorité, ce sont les abords de voiries et ronds-points qui ont été signalés, probablement en raison des problématiques de sécurité et à la reprise de la circulation routière. Hein, voilà. Les cimetières, les parcs et squares. Et sur les parcs et squares, il y a eu dans des commentaires libres plusieurs évocations de l'importance d'offrir des espaces publics de qualité en réponse aux besoins des habitants qui, pour certains, n'ont pas pu bénéficier d'espaces verts privés au cours du confinement. Les terrains de sport communaux ne sont pas loin non plus, on voit qu'ils sont en 4e position. Et effectivement, il y a des inquiétudes qui sont réelles sur la situation, comment ils vont être récupérés. Mais pour autant, ces inquiétudes, elles semblent contenues. Puisque en fait, certaines collectivités ont dit même que la suspension des championnats offre un délai supplémentaire pour remettre à niveau les terrains avant leur utilisation. Alors après les difficultés pressenties, donc on a questionné sur un ensemble de difficultés qu'on avait préidentifiées. Donc le désherbage ressort largement pour 60% des collectivités qui ont répondu. Ensuite, c'est la reprogrammation de tous les travaux d'entretien et de création, et puis le management de reprise d'activité des agents du service, voilà, qui doit fortement d'ailleurs vous occuper en ce moment. Sur la question des renforts et des interventions supplémentaires envisagées pour faire face à toutes ces difficultés, alors déjà seulement 15% des collectivités l'envisagent, et 31% d'entre elles ne savent pas encore quelle décision va pouvoir être prise. En tout cas, pour les 15% qui ont dit qu'elles envisageaient des renforts, eh bien voilà comment quels moyens, quels dispositifs elles envisagent. Donc en premier lieu, le recrutement de personnel saisonnier, les prestations d'entreprise du paysage, puis le recours à des CAT, ensuite les opérations citoyennes. Et donc il y a eu d'autres commentaires, il y a eu un champ autre qui a été plutôt bien renseigné avec des propositions autour des redéploiements en fait entre services, des renforts internes, le recours à des entreprises d'insertion, le recours au travail d'intérêt général, des bénévoles et dans des petites collectivités, l'investissement des élus municipaux. Ensuite, donc sur la diapositive suivante. Donc face à ces difficultés supposées perçues pour organiser la reprise des activités, on a questionné les collectivités sur les objectifs, l'évolution des objectifs d'entretien et de fleurissement. Alors d'abord sur les objectifs d'entretien, sur le diagramme en haut à gauche, ce qui ressort, c'est que un quart des collectivités ne sait pas. Voilà, ça c'est un résultat qui est quand même important. Un tiers ne changera pas les objectifs, les pratiques d'entretien en 2020, et 43%, si on fait la somme du jaune et du orange, changera même partiellement. À la question comment, il y a une phrase qui semble résumer assez bien l'état d'esprit le plus partagé, c'est on fera ce qu'on pourra. Et avec des réponses qui oscillent autour du report de certaines activités, l'annulation de d'autres activités, la diminution, ou au contraire le renforcement de pratiques et de démarches qui vont permettre de libérer aussi un peu
un peu de temps, et puis des grandes inconnues sur la météo, les conditions de sortie du confinement, qui n'étaient donc pas vraiment connues au moment de l'enquête, et puis le contexte aussi particulier des élections municipales avec des collectivités qui disent ne pas savoir aussi quelles vont être les attentes d'une nouvelle équipe. Voilà, sur l'évolution des objectifs de fleurissement en 2020, alors pour 68% des collectivités répondantes, il n'y aura pas de changement, c'est ce qu'elles estiment. 36% d'entre elles, pardon, je suis pas au bon endroit, non, pardon, les 2/3, 15% d'entre elles, c'est en orange, 15% des collectivités anticipent une restriction des achats en rapport avec le fleurissement au profit d'autres dépenses de gestion. Et parmi celles-ci, on voit quand même sur le diagramme suivant, c'est la partie en orange, que les collectivités 4 fleurs sont moins nombreuses à répondre effectivement qu'il y aura des restrictions d'achat que d'autres communes fleuries avec un niveau de fleurissement moindre ou non labellisé. Ensuite, on a questionné sur l'évolution supposée des budgets de fonctionnement et d'investissement en matière d'espaces verts. Alors, un tiers des répondants estiment qu'il n'y aura pas de changement, 32%, mais c'est surtout la barre grise à droite qui est importante, 36% ne sait pas, et donc c'est plutôt l'incertitude qui domine. Idem pour le budget d'investissement. Là où on est presque dans les mêmes proportions, 32% estiment qu'il n'y aura pas de changement, mais 41% disent ne pas savoir. Et par contre, il y a un résultat un peu plus tranché, qui est donc ce diagramme en bas à droite, sur le report des projets de création et d'études de maîtrise d'œuvre, qui est envisagé par près de la moitié des collectivités répondantes. C'est cette barre de 47% de collectivités qui répondent envisager le report des projets. Voilà. Alors après, sur la dernière partie du questionnaire et donc de cette présentation, c'est des informations concernant les projections à moyen et long terme. Alors on a d'abord voulu savoir comment était perçu le lien entre les pratiques d'entretien au cours du confinement et la biodiversité. Alors sur la question « Estimez-vous que l'infection, voire l'arrêt des pratiques a été favorable à l'expression de la biodiversité ?» Eh bien, une majorité de collectivités répond oui. Ensuite, parmi les collectivités qui ne voient pas d'impact favorable à la biodiversité, c'est 18% à peu près. En fait, certaines estiment que leurs actions sont déjà respectueuses de la faune et de la flore et de leurs interactions, ou se questionnent sur la pérennité des actions et le retour aux pratiques antérieures à la sortie du confinement. Il y a un quart des collectivités qui dit ne pas savoir, en fait, qui se prononcent pas sans avoir pu observer et vérifier sur le terrain cette hypothèse. C'est vrai que dans certaines situations, c'est assez compliqué de pouvoir le vérifier. Donc là aussi, il y a eu beaucoup d'observations aux questions libres sur les constats que pouvaient faire les collectivités ou l'absence de constats qu'elles avaient pu faire. Après, donc sur les 57% des collectivités qui estiment qu'il y avait un effet positif sur des bénéfices sur la biodiversité, eh bien 74% d'entre elles souhaitent du coup prolonger ces effets bénéfiques. Et donc ça passe comment? Ça passe en premier lieu, on le voit à travers la question qu'on avait posée, comment? Ça passe en premier lieu par le renforcement de la gestion différenciée, la mise en place d'une gestion écologique, qui donc sont les principales propositions pour prolonger ces bénéfices supposés, avec l'idée que le confinement aura été l'occasion de re-questionner les pratiques en place et d'envisager une nouvelle esthétique des paysages de la collectivité, avec un changement des fleurissements, mais qui nécessite aussi d'associer tous les publics, les agents, les élus, les habitants, les scolaires, et de laisser une place à l'expérimentation et à l'observation. Alors, comme ce groupe de questions était assez court et néanmoins assez important, on l'a bien vu avec l'ampleur des réponses libres, il y a eu beaucoup de textes, vous avez été assez bavards sur ces questions-là. On a fait une petite sélection d'articles récents pour approfondir justement ces questionnements sur la situation au cours du confinement à la biodiversité. On vous laissera sur la dernière analyse présentée, elle concerne les signes de soutien que pourraient apporter les collectivités à la filière française des producteurs de végétaux, qui est un sujet important. Donc, près de la moitié des collectivités répondantes envisagent de développer l'achat de végétaux associés à un signe de qualité
ou des végétaux produits en France, si on fait la somme de tout ce qui est plutôt en couleur. L'autre moitié, pour 46%, donc, ne l'envisage pas. Après, on voit bien que cela peut vouloir dire que c'est soit pas un sujet de préoccupation ou qu'ils sont déjà vertueux sur le sujet. C'est ce qu'on a pu voir dans les très nombreux commentaires qui ont été apportés. Voilà pour cette dernière présentation de l'analyse de l'enquête. Il y a beaucoup d'analyses que j'ai passées, mais que vous pourrez consulter. Merci Caroline pour cette présentation. Tout de suite, on va demander à nos deux témoins, Marc et Bertrand, s'ils se retrouvent dans ces résultats, dans cette analyse, et comment eux, ils envisagent effectivement ce déconfinement à partir de la semaine prochaine. Alors je vais reprendre la priorité. Alors nous, on est dans un département vert et qui a heureusement été finalement très peu touché et impacté, on va dire, d'un point de vue médical. Donc avec un état d'esprit des usagers aussi où ils sont bon, il se passe rien quoi. Hein, donc ça peut être un peu risqué. Aujourd'hui, la priorité, ça va être la mise en sécurité des espaces. Donc d'un côté, on a annoncé la réouverture le 11 mai. On ne nous a pas donné de moyens en plus pour préparer cette réouverture. Donc on ne mettra réellement en sécurité qu'à partir du 11 mai. Donc on risque d'avoir des tensions avec des usagers. Et le 16, il y a eu un fort coup de vent. Donc on est déjà à plus de 70 arbres à abattre ou à venir tronçonner, enlever dans des espaces où les personnes risquent de se précipiter. C'est des grands espaces naturels. Donc voilà, ça va être notre premier axe. Donc là, on est en train d'avoir le bilan complet de ce qu'il va y avoir à refaire en première étape. Si on peut passer à la deuxième, c'est pour toi, Bertrand. Sachant que nous serons rouverts les parcs, mais pas les aires de jeu, parce que je vois tous les commentaires, les aires de jeu restent fermées, Bertrand. Ce qui ne va pas être une mince affaire. Alors, oui, je partage les propos de Marc. Quelques photos pour illustrer les questionnements. Donc, bien sûr, la taille s'est arrêtée. Donc, ce qui pose un certain nombre de questions dans les parcs, on va dire, patrimoniaux. Et puis, sur l'espace public, vous avez, par exemple, là sur la photo en haut à droite, des espaces qui ont retrouvé leur liberté, ce qui est plutôt sympa à cette époque-là, qui va poser des questions dans les semaines qui viennent, puisque lorsque l'herbe va commencer à tomber ou à sécher, bien entendu, ça va réagir. Et la question de l'appropriation par les riverains se pose, puisque je vois que dans certains quartiers, le voisin, le riverain, a sorti sa tondeuse et a commencé à tondre devant chez lui sur l'espace public. La question aussi qui nous a été posée, c'était sur le fleurissement. Bon, on a la plupart d'entre nous dans les grosses collectivités, on a continué à produire en mode dégradé, bien entendu. Sur Rennes, on a fait des choix qui fait que notamment la mosaïculture va être extrêmement simplifiée, hein, même s'il n'y en avait pas beaucoup, il en restait encore un peu. Et là, ce qui pose, c'est pas forcément le problème de la production, ce qui pose, c'est le problème de la mise en œuvre, puisque c'est difficile de faire respecter des règles de distanciation quand vous devez mobiliser 10 ou 15 agents sur quelques mètres carrés pour une opération de plantation. Et donc là, sur le fleurissement, on va dire fleurissement estival en mode horticole, eh bien l'idée c'est quand même de maintenir, mais peut-être en mode un peu dégradé. Sur le couvert herbacé, vous avez la photo en bas à droite, se pose évidemment, tu peux laisser celle d'avant, pardon, la question des cimetières, où là vous avez la photo du cimetière qui a été prise la semaine dernière, le cimetière de l'Est, 16 hectares en vert, donc qui était en zéro phyto depuis pas mal d'années, mais dans lequel on a deux opérations qui sont programmées, une qui est normalement fin mars, début avril, qui n'a pas été faite, et donc bien entendu se pose la question de l'accès au cimetière. Alors, même si le cimetière est fermé, il reste ouvert pour les inhumations, mais à partir du 11, le cimetière va réouvrir, et on s'attend à des réactions assez fortes des Rennais, sachant que ce qui nous pose question, c'est qu'on va venir bien sûr couper l'herbe, mais que les souffleurs, l'usage des souffleurs reste interdit pour des raisons évidentes de propagation du Covid, et donc on risque d'avoir assez fortement des remarques de l'herbe coupée qui est sur les tombes.
Mais du même coup, Oui, vous avez un cimetière extrêmement attrayant, mais avec une dynamique très forte. C'est-à-dire que la photo là, aujourd'hui, est déjà caduque. L'herbe a pris 15 centimètres ou 20 centimètres depuis la semaine dernière, puisque là, on a des espaces artificiels, on va dire, extrêmement chauds. Donc chaud plus humidité, ça monte très vite. Voilà. On va passer à la suivante. alors la suivante, on est aussi à tout le travail Là, c'est bon. d'accompagnement avec les entreprises. Et tout ce qui est à établir. Alors même si on a déjà commencé avec certaines, avec leur plan de continuité ou leur plan de reprise, on est sur tous les plans de prévention de risques d'interférence qui sont complémentaires, c'est-à-dire des entreprises qui vont rentrer dans des parcs où on a des agents en permanence, des entreprises où il y a de la coactivité ou de l'activité conjointe. Là, par exemple, on est sur une intervention en bande axiale où l'entreprise Espace Vert n'est pas outillée suffisamment par rapport à tout le panotage, donc elle fait intervenir une autre entreprise pour y arriver. Donc là, on est en rédaction de tous ces documents-là, de partage. Donc c'est un travail assez colossal à mener aussi en parallèle. Si on peut passer la diapo suivante. Euh, et puis après, c'est nous les régies, tout le travail à mener sur la sécurité. Donc là, c'est tout le calage très précis parce qu'on a bien des recommandations générales. On en a eu certainement au niveau de nos collectivités. Par contre, quand vous commencez à vouloir appliquer concrètement, ça part je pars de chez moi. Quand j'arrive au vestiaire, comment ça se passe? Quand je rentre dans le vestiaire, comment on gère les pauses repas? Comment on gère bien sûr l'approvisionnement de tous les produits et jusque sur le terrain. Donc là, vous avez un chantier qui a nous repris cette semaine tant que le jardin des plantes est fermé, c'est un être pourpre qui malheureusement est mort. Donc on est en train de l'abattre. C'est 4 personnes qui vont d'abord être attentives à la sécurité quand ils font tomber l'arbre et les distances vont être compliquées. Le port du masque, c'est quasiment infaisable. Quand ils sont à deux dans les nacelles, c'est un protocole particulier. Et encore, on a une équipe qui est déjà dans toutes ces règles-là depuis quelque temps. Donc là, je vous ai mis du savon, de l'eau, je vous ai mis les tronçonneuses sont identifiées avec avec un code couleur, etc. Et on voit qu'il y a des limites de toute façon, puisque là, les cordages, on n'a pas le droit de les passer à la machine à laver à 60 degrés et désinfecter ça en permanence, c'est pas possible. Donc là, c'est un calage avec Conseil sécurité, la médecine du travail et il faut être prêt pour la semaine prochaine. Donc pour la semaine prochaine, pour nous, c'est simple. Le 11 mai, on reprend qu'avec les cadres et puis les agents qui assurent la continuité sur les animaux, etc. Et parce que les cadres, il va falloir aussi qu'ils atterrissent. Il y en a qui ont travaillé, il y en a qui n'ont pas travaillé. Il va falloir tous se retrouver. Donc il y a aussi ce temps-là qu'il ne va pas falloir louper en termes de management. Voilà. Et de tensions qui peuvent se créer, de rassurer les agents inquiets. Voilà, c'est un travail de management assez poussé, assez fort qu'il ne faut pas louper. Donc il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et il va y avoir la pression des usagers pour qu'on rouvre et la pression des élus aussi pour que ça aille très vite. Mais bon, voilà, il va falloir caler ça. On peut passer à la diapo suivante. Bertrand, je te laisse. Est-ce qu'on va plus loin dans l'année? Alors, je reprends. Oui, alors, on va essayer de survivre, effectivement. Donc, effectivement, on a le mois de mai et début juin à passer, sachant que en année normale, c'est-à-dire on arrive fin avril, où en général on a rattrapé le retard qu'on pouvait avoir pendant l'hiver, et donc on est serein, on arrive au mois de mai. Et au mois de mai, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on a à faire, parce que la nature est extrêmement vive et forte à ce moment-là. Là, on arrive cette année début mai, avec un retard de 5 à 6 semaines dans nos actions qu'on a l'habitude de faire, et en mode dégradé, puisque le Marc le disait très bien, le 11 mai, nous, bien sûr, on a repris partiellement à partir de cette semaine. Donc là, aujourd'hui, on a peut-être 20% des effectifs qui sont mobilisés. Le 11 mai, on n'aura pas tout le monde. Et on n'aura pas tout le monde en plus, où il va falloir gérer les embauches. Par exemple, on a pris, nous, la décision de faire des embauches en mode décalé. C'est-à-dire que, par exemple, pour des horaires d'embauche à 8 heures, eh bien, un certain nombre de personnes vont commencer à 8h moins le quart, d'autres à 7h30, de manière à ne pas avoir plus de 3 personnes dans les vestiaires en même temps.
Et la deuxième solution qu'on a retenue, c'est pour éviter les repas du midi qui obligent les gens à se retrouver, sachant que les restaurants sont fermés, les restaurants d'entreprise sont fermés et les réfectoires c'est pas forcément préconisé. Eh bien, on est en journée continue, mais en longueur réduite, de façon à ce que le personnel puisse rentrer chez eux manger. Donc vous comprenez bien que avec le retard qu'on peut avoir, plus de fonctionnement en mode dégradé, plus tout un ensemble d'agents qui ne peuvent pas reprendre parce qu'ils sont en ASA, soit ASA garde d'enfants, soit ASA personnes fragiles, qui fait que je pense que on est peut-être dans un mode de fonctionnement, au meilleur des cas, entre 50 et 60% de notre capacité à intervenir normalement. Donc forcément, il y aura des choix à faire. Et dans ce que tu disais tout à l'heure, Caroline, eh ben, effectivement, on va faire ce qu'on pourra. Forcément, les priorités vont être données ou sont déjà données auprès des collègues, qui est la sécurité, l'hygiène, notamment à bord de voiries, à bord de bâtiments et d'habitations. Voilà, donc ça va être nos priorités, mais à côté de ça, on souhaite quand même maintenir un fleurissement estival, c'est-à-dire que quand on parle de gestion différenciée, eh bien il y a le différencié dedans, c'est-à-dire que il s'agit pas de dire on arrête tout ce qui semble superflu de type le fleurissement estival, donc on pense que c'est important de le maintenir, mais dans lequel on va essayer d'être le plus efficient, c'est-à-dire essayer de regarder le temps à y passer par rapport aux bénéfices attendus pour faire nos choix dans les semaines. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que nous, on a repris la tonte le 25 avril dernier, donc il y a quelques jours. Et ça n'a pas tardé, on a reçu dans les jours qui ont suivi, même dans les heures qui ont suivi, deux types de réactions. La première, c'est enfin, c'était quand même simple de reprendre la tonte, le gars il est seul sur sa tondeuse, je ne comprends pas que vous ayez laissé des espaces à l'abandon comme ça. Et puis on a eu d'autres réactions qui étaient à l'inverse en disant mais c'est pas possible, vous n'avez rien compris. Enfin la nature avait repris ses droits, enfin on voyait les petits oiseaux, on n'a jamais vu autant de fleurs. Et qu'est-ce que vous venez faire avec vos tondeuses qui polluent et qui font du bruit? Voilà, donc la question qui va se poser pour nous, c'est comment on met ce débat sur la place publique, comment on essaye de le rendre positif, de façon à continuer à faire évoluer nos espaces. Et là, c'est un vrai sujet qui n'est pas forcément très simple à mener dans les mois qui arrivent. Voilà. Et puis dernière chose, et j'en arrêterai là, c'est aussi la réflexion sur qui nous a tous interpellés, c'est que une des premières réactions qui a été faite le 16 mars dernier, c'est on ferme tous les parcs. Qui paraissait un peu contradictoire avec la volonté de laisser les gens qui sont en appartement profiter un peu d'espace. Et donc aujourd'hui, nous, sur Rennes, les seuls parcs qui sont restés ouverts, c'est les parcs qui ne pouvaient pas être fermés parce qu'il n'y avait pas de clôture et qui, du même coup, ont bénéficié à la population. Et les parcs d'hyper-centre-ville où la population est la plus dense, eh bien, sont restés fermés, et qui fait que les gens sont restés confinés sur le trottoir à essayer de marcher un peu autour de chez eux. Et là, c'est une vraie réflexion sur la nature. Merci. Il y a beaucoup de réactions, de commentaires. On essaiera de synthétiser tout ça et d'en faire une petite restitution sur la e-communauté. Pour reprendre un petit peu ce que tu disais, Bertrand, il y a beaucoup de questions justement sur cette question de l'acceptation sociale et de la communication qu'il faut faire ou qu'il va falloir faire pour accompagner peut-être cette reprise d'activité, pour accompagner peut-être des changements de pratiques dans les collectivités. Comment vous voyez ça, la communication qui est à engager? Moi, je peux peut-être amener des... Je commence? Nous, on a la chance sur Angers, c'est que donc il y a le budget participatif qui est aussi dans d'autres collectivités. Et l'année dernière, le premier projet porté par les habitants qui a reçu le plus de suffrages et qui a quand même plus de 5000 votes, c'est des prairies fleuries, naturelles. Enfin, à peu près naturelles, on va dire. Donc, qu'on doit porter nous cette année. Donc là, on va se servir finalement d'une initiative des habitants
et de la situation actuelle. Donc toutes les zones, tous les endroits où on pressentait de mettre des prairies fleuries, sachant qu'on doit en mettre une par quartier, donc 10 au final, eh bien il y a déjà 23 sites où la tonte de toute façon ne se fera pas du tout, de façon à voir déjà ce que ça donne et se servir plutôt des initiatives des habitants pour faire accepter la situation, ce regard et ces changements pour un plus grand nombre. Donc nous, on est plutôt porté par les habitants et c'est bien. En ce qui concerne Rennes, je dirais la démarche elle est déjà en place depuis pas mal d'années, donc on va aller un peu plus loin. Et aujourd'hui, la limite, elle n'est pas forcément sur la communication, elle est basiquement sur le matériel. C'est-à-dire que on est aujourd'hui incapable, ou on va avoir beaucoup de mal, si on laisse des espaces non tondus, à revenir ensuite sur des machines qui ne sont pas du tout adaptées à la taille de nos surfaces. Je prends l'exemple sur les stades. Il y a une photo qui est passée à un moment donné, on était assez vite là-dessus. On a arrêté, on n'a pas tondu les stades depuis le mois de novembre dernier. Donc vous imaginez bien que l'herbe, même s'il a fait sec un petit peu, est montée. Et donc là, par exemple, vous avez ici, on a été obligé de passer un balai sur l'herbe qui était à peu près à 20-25 cm de hauteur. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur un stade, c'est 45 mètres cubes d'herbe qu'on a enlevé, de tonte, alors que d'habitude, on est en mulching, donc on n'enlève rien. Mais là, c'était impossible de laisser sur place. Et la question des rémanents, d'une manière générale, va se poser. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on passe sur des centaines d'hectares en tonte mulching. L'intérêt, c'est qu'effectivement, c'est efficace en termes de coût, c'est efficace en termes de rémanents puisqu'on laisse sur place. C'est par contre discutable en termes effectivement de biodiversité, voire en termes de paysage. Et si demain on bascule plus qu'aujourd'hui en prairies fleuries, lisières, surfaces herbacées, et ainsi de suite, se posera la question de la logistique par derrière, et notamment de la gestion des rémanents. Et là, je pense qu'on a des leçons à prendre, peut-être, de nos homologues d'un peu plus nord ou est de l'Europe, qui sont peut-être un peu d'avance sur nous. Là, aujourd'hui, clairement, si on a repris la tonte dans pas mal d'endroits, c'était pas pour les jours qui viennent, parce que là, on pourrait laisser encore, mais si on fait pas maintenant, sachant qu'il faut 3-4 semaines pour faire la tournée de nos espaces, dans 4 semaines, on sera incapable de passer sur nos espaces. Donc voilà, donc il y a vraiment deux dimensions là-dedans. Il y a une dimension bien sûr de communication, et là j'ai pas forcément d'éléments précis à vous apporter, et puis il y a une dimension logistique sur lequel ça veut dire que peut-être que la suite ce sera aussi de se poser des questions effectivement sur jusqu'où on va dans l'intensité de la gestion différenciée. On peut peut-être aller plus loin que ce que l'on sait jusqu'à présent, mais ça veut dire effectivement que ça doit s'accompagner peut-être d'adaptation aussi du matériel et des pratiques et de la communication. Alors, sur l'adaptation du matériel, moi, je suis entièrement d'accord avec Bertrand. La réflexion, c'est de se dire quels sont les espaces où les agriculteurs ont le matériel, il y a l'espace suffisant, enfin, bon, mais en plus, ils ont des matériels de plus en plus importants. Et puis après, c'est tous les espaces où les agriculteurs ne peuvent pas intervenir. Et là, on est vraiment sur des espaces enherbés urbains, petits. Et donc, c'est l'équilibre entre l'économique et l'intérêt sur la biodiversité. Mais en tout cas, très clairement, on y va. Et je voulais repréciser, au-delà de la gestion différenciée, quand je parlais de prairies fleuries, par exemple, nous, je parle pas de prairies fleuries horticoles. C'est-à-dire, là, il va falloir augmenter nos compétences pour savoir comment on peut recomposer des prairies fleuries, pas uniquement en arrêtant de tondre, peut-être en faisant du sursemis, peut-être en faisant des trépages, peut-être en faisant certaines techniques, mais surtout l'adapter au sol et vraiment allier finalement l'aspect paysagiste avec des aspects plus botaniques et de faire vraiment travailler ces deux champs de compétences-là. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une révolution, je pense. Et cette révolution-là, elle va au-delà des prairies fleuries. Quand vous parlez de gestion différenciée, quand je vois tout ce qui a désherbé, je me dis qu'à certains endroits, ça n'est pas logique qu'on désherbe. On devrait avoir composé les massifs de façon à ce que, à recomposer presque des biotopes de façon à ce qu'on n'ait pas à récupérer des situations pareilles. Donc il y a vraiment à revoir notre façon de composer les massifs, de composer les espaces, tout en gardant bien entendu une vue paysagère.
Mais là, la révolution, elle va être longue. Ouais. D'ailleurs, j'engage, on a fait ça et enfin, on va le faire. On a lancé un reportage photographique un peu des divers sites, justement pour repérer ce qui fonctionne bien et sur lequel on a des dysfonctionnements si on vient pas régulièrement à y passer. Et ça va permettre d'illustrer les prochains débats. Donc, avant qu'on ait fait le tour de nos espaces, prenez des photos d'une nature qui, pendant X semaines, a été laissée Merci. tranquille. Elisabeth, je crois qu'on arrive au bout de l'heure qui était prévue pour faire ce débat. Je ne sais pas si on a encore quelques minutes pour continuer à Oui, prendre des questions. il y avait une question sur la journée continue. Je crois que Bertrand Martin qui a parlé de journée continue en longueur mais réduite. C'est-à-dire en longueur réduite, c'est-à-dire Bertrand, vous allez faire des journées avec quel horaire? Alors, oui. En fait, aujourd'hui, enfin, la journée continue telle qu'elle est, elle est définie. Hein, c'était souvent 7h ou 7h30 avec une pause de 20 minutes dans laquelle on pouvait se restaurer. Or, le souci que l'on a, c'est qu'on ne peut pas se restaurer en tenue de travail. Donc, ça supposait aux agents de rentrer au vestiaire, se changer pour pouvoir manger et après repartir. Vous comprenez bien que la logistique devient extrêmement compliquée et donc pour éviter ça, on a décidé de réduire la journée continue. Alors on pouvait pas non plus commencer trop tôt aujourd'hui parce que on commence par les activités de tonte essentiellement et donc commencer à tondre à 5h du matin avec des gens confinés à côté, ça paraissait un peu compliqué. Et donc on commence à 8h. Donc à partir de là, la limite était que on commence pas trop tôt et on finit pas trop tard. Ce qui fait que ça fait des journées réduites. Alors là, on est sur un rythme comme ça qui va rester jusqu'à fin mai, début juin, et je pense que début juin, on verra D'accord. la position Il y en a une fonction à la réaction fois de l'état justement sur pourquoi ne sanitaire, pas de pouvoir la réaction des manger en tenue de riverains travail. et des C'est consignes un problème nationales qui seront de données. l'eau. Aujourd'hui, c'est les règles d'hygiène qui sont aujourd'hui qui nous sont imposées, qui est de dire si vous êtes en situation de travail, c'est que vous êtes potentiellement contaminé. La tenue peut être contaminée par des déchets, par des choses comme ça. Et donc manger, ça veut dire que vous mettez votre main à la bouche. Et donc à partir de là, vous êtes en situation où vous pouvez vous infecter. Donc pour éviter ça, on mange pas. Et Bertrand d'ailleurs. Voilà. C'est forcément discutable, mais c'est aujourd'hui Bertrand et Marc, au niveau des terrains de sport, est-ce que voilà. vous en avez profité pour faire des interventions? Alors Bertrand parlait beaucoup du désherbage. Est-ce que vous êtes intervenu pour faire d'autres interventions sur les terrains de sport ou pas du tout? Alors Marc, pardon. Alors Bertrand, c'est de la remise. Bertrand, j'y vais. Vas-y Bertrand. Pardon, oui. Donc je rappelais donc pendant à partir du 16 mars, on n'est pas intervenu sur les terrains de sport. On a juste le seul terrain de sport qui a été maintenu en fonctionnement, c'est le seul qui est équipé d'une tondeuse robot, qui donc elle toute seule dans un stade vide a continué à tourner. Voilà. Après, au bout de quelques semaines, on a remis l'arrosage, mais de manière très parcimonieuse, parce que l'idée c'était pas de faire pousser puisqu'on pouvait pas tondre. Donc c'était vraiment l'arrosage de sauvegarde sur quelques situations un peu critiques sur les terrains très artificiels. Et les opérations qu'on devait faire normalement, puisqu'on est en zéro phyto sur les stades depuis presque 10 ans, qui étaient de travail du sol, fertilisation et ainsi de suite, n'ont pas été faites. Donc on a à la fois pas géré la strate herbacée, pas gérer le sol, et pas gérer la fumure. Du côté danger. C'est qu'on est très interrogatif sur comment les terrains vont réagir dans les semaines qui viennent. Alors, nous, c'est le service des sports qui s'occupe de la tonte. Je pense qu'ils n'ont pas repris. On a juste recalé que les systèmes d'arrosage soient prêts avec eux. Et puis après, c'était plus des questions de pente où là, nous, la tonte, de toute façon, on l'a reprise assez tôt, mais les orientations, c'était d'être visible dans les quartiers. Voilà.
Alors Donc, sinon, on peut autrement laisser l'herbe à 30, 20 ou 30 centimètres et refaire les règles, c'est-à-dire avoir des ballons un peu plus légers et un peu plus gros. Et on pourrait imaginer demain d'avoir un nouveau foot, un foot nature, qui serait sans doute très très Merci. sympa. Il y a aussi beaucoup de questions sur les questions effectivement liées à la biodiversité, notamment sur les études, les mesures, les inventaires qui ont pu être faits pendant la période de confinement ou qui seraient à faire justement avant cette période de déconfinement pour mesurer peut-être l'impact de cette crise, donc de cet arrêt effectivement d'un systématisme d'intervention sur la biodiversité des espaces verts. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été engagées dans vos collectivités? Alors, sur Angers, nous, pour l'instant, on était focalisés sur les espaces naturels sensibles, à avoir de vrais plans d'action avec le conseil départemental. Donc, on a continué les relevés faune-flore sur l'ENS des parcs Saint-Nicolas, qui a commencé depuis 3 ans, donc avec la LPO. Là, il y a eu autorisation dans le cadre de la continuité d'activité. Par contre, vu le nombre de restreints de personnes et ce que je veux dire, on a essentiellement quand même géré beaucoup d'administratifs, de tableaux de bord et de suivi. On n'a pas eu les moyens de poser les choses en se disant, tiens, ça serait bien qu'on arrive à observer ce qui se passe sur des espaces plutôt de transition entre de l'espace naturel et de l'espace patrimonial, horticole patrimonial. Donc voilà, la seule chose, c'est à la limite là où j'ai titillé un peu mes encadrants pour qu'ils aient un autre regard et qu'ils m'observent ça eux de leur côté, mais pas de démarche formelle avec des gens compétents et qualifiés. Moi, il me semble que l'enjeu il est aussi pédagogique, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a lancé un reportage photo, parce que la végétation que l'on voit apparaître, en fait, elle était déjà en place. C'est-à-dire que c'est pas le fait qu'il y ait le confinement que des nouvelles plantes sont arrivées. C'est que la seule chose, c'est qu'elles ont pu s'exprimer alors que d'habitude elles étaient coupées ou arrachées. C'est peut-être l'occasion de montrer que une graminée ça peut fleurir, voilà, et que un certain nombre de plantes qui semblent des mauvaises herbes peuvent avoir des fleurs très très sympas. Donc c'est peut-être ça pour moi l'enjeu principal, plus que des inventaires très précis, puisque à la limite les très bons botanistes peuvent y arriver au stade plantule. C'est plutôt un enjeu pédagogique. Donc il y a peut-être, ce serait bien de faire des sorties avec les écoles, mais là il faut des questions organiser. notamment aussi En tout sur cas, nous, est-ce à qu'il n'y a minima, pas on un fait un reportage risque photo d'augmentation de problèmes hors avec les normes tiques qu'on peut et voir. les allergies? À l'inverse, et une autre crise sanitaire potentielle. Je note ce qui est marqué dans le module conversation. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors sur l'éthique, moi j'en sais strictement rien. Par contre, il devait y avoir un spécialiste de l'Est qui devait venir faire ces études-là, avec plutôt la médecine, le service santé publique de la mairie. Donc ils sont pas venus. Là-dessus, franchement, je sais pas. Après, ce qui est les problématiques d'allergie, si on écoute un peu les choses, on coupe tout, quoi. Et et pour la santé et en termes de biodiversité. Les problèmes allergiques, je pense qu'ils s'analysent aussi par rapport à nos modes de vie, pas parce qu'il y a des présences de plantes. Hein. À ce qu'on mange, à ce qu'on nous a fait manger. Voilà. C'est beaucoup plus complexe que de se dire il faut cette plante ou il la faut pas. Oui, on a effectivement par rapport à cette crise deux types de réactions. Hein. Une première réaction très hygiéniste en disant effectivement tout risque doit être éliminé. Donc s'il y a trop d'herbes, il y aura des tiques. S'il y a trop d'arbres, il y aura trop de pollen, et ainsi de suite. Il y a cet enjeu-là, et donc il faut essayer d'objectiver au maximum le risque. Effectivement, moi j'ai régulièrement des courriers sur le fait que mon chien a attrapé des tiques, mon enfant a eu un tic dans ses cheveux, et ainsi de suite, et sur lequel on est un peu désarmé pour répondre. Après, les tiques, elles sont pas présentes partout. Hein. C'est une herbe. Alors, je j'ai plus en tête, hein, mais c'est une herbe précise. Hein. Donc, c'est pas parce que vous avez de Herbe, l'herbe que vous avez des mais tiques. Hein. c'est aussi sous bois.
Oui, mais non, c'est lié à un enherbement. Mais Claude Figaro pourrait vous le dire très précisément. Voilà. Donc c'est pas parce qu'il y a de l'herbe qu'il y a des tiques. C'est pas, ça marche pas comme ça. Et ils vivent aussi eux dans un biotope, dans un milieu particulier, et ils sont associés à des plantes particulières. Voilà. Donc qui sont courantes, hein, donc on peut retrouver facilement, mais pour autant, voilà, il n'y a pas une adéquation. J'ai de l'herbe, j'ai des Donc, tiques. Donc il y a des études c'est qui pas sont aussi en simple. cours, on a vu à Lyon, notamment dans les commentaires, sur effectivement pour essayer d'objectiver la présence des tiques dans différents types d'espaces verts. Puis il y a peut-être des différences régionales qui sont aussi très importantes qu'il faudra prendre en compte. Et toutes ces questions, c'est peut-être aussi des pistes d'études pour planticité. Caroline, si tu nous entends toujours, il y a peut-être des messages qui sont à prendre en compte. Oui, oui, tout à fait. Bon, on l'avait évoqué une année dans un des groupes de travail thématique pour l'émergence des projets et effectivement, on a identifié aussi des équipes de recherche qui travaillent sur ce sujet-là et notamment, il y avait une étude en Belgique pour aussi essayer de regarder sur les compartiments plus urbains, justement, la présence de tiques en fonction des objectifs de gestion. J'ai plus les résultats en tête, mais Très bien. je pense qu'il y a déjà un peu de fond d'information. On va se repencher sur la question. Je voulais juste rajouter en termes de relevé faune-flore. Je reviens sur le projet Prairie Fleurie. Le confinement nous a fait juste retarder les marchés d'un mois puisqu'il a fallu étendre le marché d'un mois. Mais on est bien parti avec une analyse phytosociologique de chaque site où on voudrait implanter les prairies et donc avec un paysagiste et botaniste de façon à ce que il nous donne des orientations. Soit on laisse pousser et venir, soit on essaye d'accélérer un petit peu les choses, mais tout en respectant le biotope, le sol, et avoir des compositions phytosociologiques intéressantes. Voilà. Donc on verra ce que ça donnera. Merci pour ce témoignage. On va peut-être arrêter là pour cette discussion d'aujourd'hui. On va essayer de noter effectivement les différentes remarques, les questions, les liens qui ont été proposés pour que tout le monde puisse en proposer. On essaiera d'en faire une synthèse sur la communauté de nature et environnement du CNFPT. Je pense effectivement pour poursuivre cette dynamique qui sera peut-être intéressant, peut-être au mois de juin ou début juillet, de faire un nouveau bilan pour voir effectivement après le déconfinement, une fois effectivement que le gros du printemps sera passé, comment effectivement les choses se mettent en place en termes de normalisation de l'activité dans les services espaces verts et en termes peut-être de bilan et peut-être de nouvelles orientations qui pourraient être prises, sachant que bien sûr un certain nombre d'orientations dépendent aussi de décisions à politiques. tous pour cette participation à ce de webinaire. Merci à nos intervenants. Je vais juste préciser que justement pour élargir un petit peu le débat sur ce sujet de crise sanitaire, biodiversité, on envisage de faire avec l'Office français de la biodiversité un webinaire spécifique là-dessus sur la biodiversité et les problèmes épidémiologiques, donc qui devrait avoir lieu le 18 juin. On est en train de caler ce projet de webinaire. Donc voilà, merci à vous et puis je vous dis à tous à bientôt pour un prochain webinaire.